Certaines femmes n'arrivent pas à concevoir. Certains couples n'arrivent pas à avoir des enfants. Alors, on va donc parler des causes d'infertilité chez la femme uniquement. Mais l'infertilité concerne toujours un couple. D'ailleurs, la définition de l'infertilité, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants sur un an, en faisant des rapports sexuels régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, avec une femme qui n'a pas de méthode contraceptive et un homme qui n'a pas de troubles de l'érection. Voilà la définition de l'infertilité. Donc, quand une femme vient pour consulter, on lui dit il faut venir avec monsieur. Pourquoi? Parce que la fécondation, c'est quoi? La grossesse, c'est quoi? Il faut absolument que la femme produise une cellule sexuelle qui va rencontrer la cellule sexuelle que l'homme a produit. Ça veut dire qu'on doit d'abord se rassurer que l'homme qui est là, l'homme qui est son mari, produit effectivement des cellules sexuelles qui sont viables. Ça veut dire qui sont vivants, qui ont la force, qui sont bien formés et qui sont nombreux. Ok? Il faut qu'on vérifie ça chez l'homme. Si l'homme a un bon spermogramme, il n'a pas de trouble d'érection, on dit ok, il peut rester à la maison. Maintenant, on prend soin de la femme. Donc, je vais vous parler des causes. Quelles sont les causes de l'infertilité chez une femme? Alors, avant de parler de ces causes, je vais vous expliquer comment fonctionne le corps d'une femme. Quels sont les prérequis pour qu'une femme puisse concevoir. Alors, vous devez savoir que la femme, quand elle naît avec une quantité de cellules sexuelles. Ces cellules sexuelles-là sont dans ce qu'on appelle l'ovaire. L'ovaire est ce que le testicule est pour l'homme. Ça veut dire la gonade de la femme. Ça veut dire la gonade, c'est quoi? C'est cet organe-là qui donne les caractères sexuels primaires et secondaires. Donc, c'est ça qui va donner la forme d'une femme, les seins d'une femme, les fesses d'une femme, plus de graisse chez une femme, ok, le caractère d'une femme. Ce sont les ovaires, ok? Et ce sont ces mêmes ovaires qui vont produire les cellules sexuelles chaque mois. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de la puberté? Ça veut dire, la femme naît, lorsqu'elle naît, elle a ces cellules-là, mais ces cellules-là ne sont pas encore productives, ok? Elles ne sont pas encore actives. Au moment de la puberté, il y a des cellules, il y a des hormones qui vont sortir du cerveau chaque mois d'une manière cyclique. Donc, à une période, le déclenchement, l'hormone vient et ça stimule l'ovaire. Et quand l'ovaire reçoit cette hormone, qu'est-ce que l'ovaire fait? L'ovaire va produire une cellule sexuelle qu'on appelle l'ovocyte. Et cette cellule sexuelle-là va attendre le spermatozoïde qui va venir. Chaque mois, la femme produit ça. Chaque mois, l'ovaire produit ça. Ok? Et maintenant, lorsque l'ovaire reçoit donc l'information du cerveau, non seulement il va produire cette cellule sexuelle, mais il va aussi produire des hormones qui vont préparer la grossesse, une éventuelle grossesse. Alors ces hormones vont partir au niveau de l'utérus, ça va essayer de faire gonfler l'utérus pour que l'utérus ait plus de sang, parce que s'il y a une grossesse, il va falloir nourrir et tout. Ça va permettre de faciliter le passage des spermatozoïdes, ça va rendre l'entrée plus gluante, ok? Donc l'entrée sera comme un peu un boulevard, l'autoroute, au lieu d'être un endroit où il y a des embouteillages. Vous comprenez un peu? Donc, ça facilite l'entrée du spermatozoïde. Donc, voilà ce qui se passe chez la femme après l'adolescence chaque mois. Maintenant, pour qu'il y ait fécondation, il faut que le spermatozoïde puisse rencontrer la cellule sexuelle qui est à côté de l'ovaire. Donc, ça veut dire que la cellule sexuelle de l'homme, le spermatozoïde, va traverser l'entrée de l'utérus, va entrer dans l'utérus, va aller dans les trompes avant de rencontrer la cellule sexuelle femelle. Ça veut dire que s'il y a un obstacle tout le long, le spermatozoïde ne va même pas d'abord voir la cellule sexuelle. Donc, il y aura un problème de fertilité. Si la cellule sexuelle n'est pas produite et que le spermatozoïde arrive, il ne va pas rencontrer la cellule sexuelle et il n'y aura pas de grossesse. Voilà les deux situations qui entraînent l'infertilité. Si vous avez compris ça, c'est fini. Vous avez tout compris. Le reste, c'est du bavardage. Alors, pour être concret, pour citer maintenant les causes, vous voyez que s'il y a un problème au niveau de l'hormone du cerveau qui doit stimuler l'ovaire,
la cellule sexuelle ne sera pas produite. S'il y a un problème au niveau du fonctionnement de l'ovaire, la cellule sexuelle ne sera pas produite. S'il y a un obstacle sur l'entrée de l'utérus, ou bien dans l'utérus, ou bien dans les trompes, la cellule de spermatozoïde ne va pas atteindre la cellule sexuelle. Donc, il n'y aura pas fécondation. Maintenant, quelles sont les causes d'une manière concrète? Alors, généralement, les causes, je vais les classer en 3 catégories pour que vous puissiez bien comprendre. Avant l'ovaire, c'est-à-dire tout ce qui peut toucher le cerveau. Au niveau de l'ovaire, tout ce qui peut toucher le bon fonctionnement de l'ovaire. Et après l'ovaire, donc les obstacles sur le chemin du spermatozoïde. Voilà les 3 catégories. OK? Donc, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Cette glande qui sécrète cet hormone-là, elle peut être perturbée par un cancer, une tumeur. OK? Elle peut être perturbée par le stress. Les gens qui sont très stressés, n'est-ce pas, peuvent avoir des troubles de la conception. OK? Et il faut retenir quelque chose avant de développer toutes ces causes. Vous voyez que si on a un problème avec cette hormone au niveau du cerveau, ou bien même avec l'ovaire, il n'y aura pas une préparation pour la fécondation. Donc, en général, lorsque la préparation pour la fécondation rate, c'est les règles généralement qu'on voit. Donc, tous les mois, les femmes qui voient les règles, c'est parce que en fait, la fécondation n'a pas eu lieu. OK? Et il y a eu toutes ces hormones-là qui ont préparé le terrain, mais il n'y a pas eu un spermatozoïde qui est venu. Ça veut dire que si une femme ne voit pas bien ses règles, ça veut dire que le terrain n'est pas bien préparé. Ça veut dire que soit il y a un problème avec l'hormone du cerveau, soit il y a un problème au niveau de l'ovaire qui doit préparer le terrain. Donc une femme déjà qui ne voit pas bien ses règles, qui a des troubles de règles, il faut y savoir que le terrain n'est pas bien préparé. Donc la cause soit c'est au niveau du cerveau, soit c'est au niveau de l'ovaire. Mais une femme qui voit très bien ses règles, ok, généralement la cause c'est que le spermatozoïde n'arrive pas à rencontrer, n'est-ce pas, la cellule sexuelle féminine. Donc, pour continuer, avec ces causes au niveau du cerveau, on a parlé des tumeurs, on a parlé du stress, ok. Il y a certains médicaments que quand vous prenez, surtout les neuroleptiques, les médicaments pour dormir, les médicaments contre l'angoisse et tout, ça peut aller là-bas, ça peut déclencher un mécanisme qui bloque la sécrétion de ces hormones. Et il y a quelque chose qu'on remarque chez les femmes et qui est très fréquent, bon, pas très fréquent, mais qui est souvent présent dans la société, c'est que vous allez voir une femme qui a des troubles de la conception, mais le lait coule, ok? Le lait coule, pourquoi? Parce qu'il y a une hormone aussi qui est sécrétée à côté du cerveau, à côté du centre qui sécrète l'hormone, l'autre hormone, et c'est la prolactine. C'est l'hormone qui permet la sécrétion du lait maternel. Lorsque cette hormone est trop sécrétée, elle ne va pas donner l'espace pour que l'autre hormone soit sécrétée, mais le lait va sortir, mais la femme ne va pas voir ses règles. La femme ne va pas avoir l'information pour l'ovaire, ok? C'est ce qu'on appelle le syndrome d'hyperprolactinémie, ok? C'est aussi une cause d'infertilité chez la femme. Donc ça, ce sont les causes au niveau du cerveau, vous comprenez? Maintenant, au niveau des ovaires, ça veut dire là, on est au niveau de la gonade. Qu'est-ce qu'on peut concrètement avoir à ce niveau? Premièrement, on peut avoir une femme qui est née, et ça c'est vraiment malheureux, sans cellules sexuelles. Ça veut dire que quand elle naît, toutes les femmes à la naissance ont déjà un bagage de cellules sexuelles dans les ovaires. Il y a des femmes qui naissent, il n'y a pas ça. On va parler de la maladie, une maladie génétique, le syndrome de Turner. Ne retenez pas le terme parce que ce n'est pas important. Et lorsque la fille, elle naît déjà, elle n'a pas ces cellules-là. Ça veut dire qu'à la puberté, le cerveau va envoyer l'information. L'information part au niveau de l'ovaire. Ça stimule l'ovaire, mais rien ne sort. Aucune cellule sexuelle ne sort. Il n'y a pas. Donc, elle ne peut pas être féconde. Il y a les femmes qui atteignent ce qu'on appelle la ménopause précoce. Vous allez voir en 30 ans, une femme qui ne voit plus ses règles. Définitivement. Et que ses cellules sexuelles sont finies. Ça veut dire qu'elle est née avec un petit bagage de cellules sexuelles. Et chaque mois, ça finissait et elle n'en consommait pas. Après, c'est fini, elle ne peut plus. On ne peut plus rien. Je veux dire, on ne peut plus lui donner une cellule sexuelle. C'est fini. Alors, il y a ce qu'on appelle hypogonadisme ovarien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'il y a des substances
qui, d'une certaine façon, tuent ou bien détruisent ces cellules sexuelles-là. On va parler par exemple de ceux qui font peut-être des chimiothérapies, des radiothérapies. Certains médicaments aussi affectent les ovaires. Il y a certaines maladies rares qu'on appelle les hypothyroïdies par exemple, qui vont entraîner aussi ce problème. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Vous qui avez souvent des douleurs et vous prenez les anti-inflammatoires là, il faut savoir que les anti-inflammatoires détériorent le bon fonctionnement des ovaires et peut être la cause d'une infertilité. C'est extrêmement important. Dans les femmes jeunes, vous qui buvez les anti-inflammatoires pour n'importe quelle douleur là, ça peut donner ce problème. Ok? Il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle polykystose rénale, il y a polykystose ovarienne, pardon, le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a trop de kystes dans les ovaires, ça empêche un bon fonctionnement des ovaires. Il y a des femmes qui n'ont pas trop de chance, elles ont déjà des tumeurs, des cancers au niveau des ovaires et ça détruit les ovaires. La cellule sexuelle n'est pas produite. Il faut savoir que lorsqu'on a un problème au niveau de l'ovaire ou avant l'ovaire, c'est-à-dire au niveau du cerveau, les règles, on ne voit pas bien les règles. C'est ce qu'on appelle de l'infertilité liée aux hormones, hormonales. Okay? Il y a un problème hormonal de toutes les façons. Donc voilà pour ce qui est des causes au niveau du cerveau et au niveau des ovaires. Maintenant, après, c'est-à-dire toutes les causes qui vont empêcher le testicule, le spermatozoïde de rejoindre, n'est-ce pas, la cellule souche, la cellule sexuelle féminine. Alors, on va commencer dans les trompes. Les trompes, ce sont ces structures-là, comme des tuyaux qui relient l'ovaire à l'utérus. Ok? À ce niveau, on a les infections. En général, les infections, c'est la première cause d'infertilité chez nous en Afrique. La première infection, c'est le chlamydia. La particularité, c'est quoi? C'est que chez les femmes, le chlamydia, il ne fait pas de bruit. Vous n'avez pas mal, vous n'avez rien, ça évolue silencieusement. Et pendant longtemps, c'est là. C'est en train de créer des fibroses, ok? Vous imaginez un peu votre peau avec une cicatrice. Imaginez plusieurs cicatrices dans un tuyau, dans tous les sens. Il y aura des bouchons, il y aura des obstacles et le spermatozoïde ne pourra pas traverser. La tuberculose tubaire, c'est la même chose, ok? Ça donne aussi ces problèmes-là. Donc, c'est plus les infections qui sont à l'origine de cet obstacle sur les trompes. Et les infections sont retenues, c'est la première cause. On a bavardé, mais l'infection, c'est la première cause. Donc, une femme jeune qui est sexuellement active, qui a des rapports non protégés, ou même des rapports protégés, doit faire un check-up tous les 6 mois, doit faire son bilan gynécologique tous les 6 mois. C'est extrêmement important pour ne pas tomber dans ce piège. Ok? On va descendre au niveau de l'utérus. Alors, au niveau de l'utérus, on a ce qu'on appelle la synéchie utérine. L'utérus, c'est comme un sac, ok? C'est un sac, mais on se rend compte qu'il a affaissé, il a aplati. Ok, vous voyez comme un pompé peut s'affaisser. Parce que la première cause, c'est le curettage. Dans les femmes qui ont fait beaucoup les avortements, dans les curetages, docteur, je ne veux pas avoir l'enfant. Et pas dans un endroit où on ne connaît pas, on curette, on gratte l'utérus, l'utérus, ça colle. Et ça donne des troubles de la conception plus tard. Le spermatozoïde ne passe plus. La cellule sexuelle est là, elle attend. Le spermatozoïde est là, il ne peut pas rencontrer la cellule sexuelle à cause de cet obstacle-là. Il y a des femmes qui ont des fibromes, ok, des myomes ou des polypes. Ok, ce sont des masses dans l'utérus qui empêchent aussi la circulation de ce spermatozoïde. Et chez la femme noire africaine, c'est très fréquent. Ok? Parce que à plus de 30 ans, une femme qui n'a pas d'enfant, qui est noire à plus de 30 ans, à 50, 60, 75%, elle aura des myomes. C'est sûr. Et ça peut entraîner des problèmes plus tard. Au niveau de l'entrée de l'utérus, il peut y avoir un obstacle. Ok? Ça veut dire que ça ne s'est pas très bien ouvert. Il y a un problème hormonal. Ou bien, la femme est allergique aux spermatozoïdes. Ça veut dire que quand le spermatozoïde arrive, la femme sécrète les anticorps contre le spermatozoïde. Ah, elle ne sait pas, mais elle est allergique contre le spermatozoïde. Donc voilà les causes. Au niveau du cerveau, au niveau de l'ovaire, et après l'ovaire, tous les obstacles. Mais ce qu'il faut retenir, il y a 2 causes qui sont
extrêmement fréquent chez nous. Les infections passées inaperçues parce que les femmes ne font pas leur bilan. Et les curettages, c'est très fréquent chez nous. Je ne dis pas que les autres causes ne sont pas présentes. Non, elles sont là. Mais la cause la plus fréquente, c'est l'infection à chlamydia. Alors, lorsque vous allez venir, le médecin va vous consulter, on va faire des examens, on va voir un peu quelle est la cause ou bien quel est le niveau de la lésion parce que généralement, ça peut être difficile quand la cause est au niveau du cerveau de trouver exactement ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez nous en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens thérapeutiques qui sont à notre disposition? Comment est-ce qu'on peut traiter? Est-ce qu'on peut traiter tout le monde? Ok? Et j'ai oublié quelque chose quand je parlais de l'utérus. Il y a des femmes qui naissent avec un utérus qui n'est pas bien formé. L'utérus est cloisonné. Et là, le spermatozoïde ne peut pas passer. Donc là, c'est juste pour revenir sur les causes. C'est aussi fréquent. J'en ai trouvé dans ma routine médicale. J'ai trouvé dans mes consultations plusieurs femmes qui ont eu ce problème-là. Alors, quelles sont les armes que nous avons pour bagarrer contre l'infertilité? Je tiens à dire que le domaine de la gynécologie, depuis ces 30 dernières années, a beaucoup évolué dans le monde et aussi en Afrique. Nous, on est pauvres, mais oui, ça arrive aussi chez nous. Aujourd'hui, pour qu'une femme qui ait des troubles de la conception n'accouche pas, c'est très difficile. Il y a trop de techniques pour provoquer une femme à accoucher. Alors, la première arme que nous avons, c'est les médicaments. Les médicaments. La deuxième arme que nous avons, c'est ce qu'on appelle l'assistance médicale à la procréation. La troisième arme que nous avons, c'est la chirurgie. Ok? La quatrième arme que nous avons, c'est l'abstention thérapeutique. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Et la cinquième arme, c'est le suivi psychologique. Alors, la première arme, les médicaments. Quand est-ce qu'on prescrit les médicaments pour une patiente qui a les troubles de la conception? Si on se rend compte que cette patiente fait effectivement une infection active, je tiens à préciser que les infections qui donnent ces problèmes-là, ce sont des infections qui sont là depuis. Mais en général, on peut donner des antibiotiques pour voir le résultat, pour à moyen ou bien à long terme. Ok, pour voir le résultat. Donc, il y a les antibiotiques. La deuxième chose, c'est qu'il y a des corticoïdes. Pour les femmes qui développent une allergie à des spermatozoïdes ou au sperme tout simplement. Ok, on donne des corticoïdes pour baisser cette allergie-là et pour laisser les spermatozoïdes évoluer tranquillement afin de rejoindre, n'est-ce pas, leur dulcinée. Il y a ce qu'on appelle les stimulateurs ovariens. Je vous explique. Si le cerveau n'arrive pas à produire l'hormone qui va au niveau de l'ovaire, on n'a qu'à donner cette hormone. On donne juste cette hormone pour que cette hormone puisse, n'est-ce pas, stimuler l'ovaire. Ok, c'est un médicament très prescrit dans la communauté médicale, ok, les stimulateurs ovariens. Ensuite, voilà les médicaments. Voilà vraiment les 3 classes de médicaments qu'on manipule au quotidien. Ensuite, l'assistance médicale à la procréation, c'est quand, lorsqu'il y a un obstacle, tout simplement. L'obstacle peut être au niveau de l'entrée, au niveau de l'utérus ou au niveau des trompes. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend les spermatozoïdes chez l'homme, on vient introduire chez la femme. Ok, dans certains cas, si on trouve que les voies c'est trop compliqué, on peut enlever la cellule sexuelle chez la femme, on enlève la cellule sexuelle chez l'homme, on est au labo, on cultive, dès qu'on a l'embryon, on vient mettre dans l'utérus de la femme. Ça se fait chez nous, ça se fait partout. Ok, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou, j'étais dans ces pays, ça se fait partout. Ok, maintenant, il y a ce qu'on appelle la chirurgie tubaire. Lorsqu'il y a un obstacle au niveau des trompes, on peut se dire, ok, on ouvre la trompe, on essaye d'enlever l'obstacle pour que les spermatozoïdes puissent passer tout tranquillement. Ok? Et puis, les autres prises en charge, il y a ce qu'on appelle l'abstention thérapeutique. Alors, si on se rend compte qu'une femme, elle est jeune, son mari vit à New York, elle vit à Abuja, et que les rapports, c'est peut-être une fois tous les 6 mois. Non, non, non. Il faut vous mettre ensemble et prendre le temps de voir comment est-ce que vous pouvez concevoir. Je tiens à dire que le temps est le meilleur traitement pour des troubles d'infertilité parce que c'est généralement quelque chose de statistique. Par contre, une femme qui a 108 ans, on ne va pas lui demander d'attendre. Même si elle vient et elle dit que depuis 3 mois ou depuis 4 mois, j'essaie d'avoir un enfant, mais je n'arrive pas. On ne va pas respecter la définition qui attend un an, non. Parce que
son capital est en train de finir. Elle n'a plus de réserve. La banque finit. Donc, il faut qu'on réagisse aussi en fonction de l'âge. Et il ne faut pas oublier la prise en charge psychologique. Parce que lorsqu'une femme n'arrive pas à concevoir, chez nous en Afrique, c'est un drame. Chez nous en Afrique, les familles, les grandes familles des membres du couple en font tout un tapage, mettent la pression sur le couple. Ok, la femme se sent femme lorsqu'elle conçoit. Donc quand une femme n'arrive pas à concevoir, elle a ce côté-là qui lui dit, j'ai l'impression de ne pas être une femme. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et ce stress peut inhiber, peut aggraver encore les choses. Donc, voilà à peu près tout ce qu'on peut dire globalement pour faciliter l'apprentissage des connaissances liées aux troubles de la fertilité chez la femme. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous dis à une prochaine vidéo. Aujourd'hui, en Afrique, lorsqu'un couple a du mal à concevoir, c'est un drame. C'est triste, c'est difficile à vivre. C'est parce qu'on a une culture, on a une tradition qui voudrait que lorsqu'un couple va en mariage, après mariage ou quand ils sont en concubinage, qu'ils puissent faire d'enfants, qu'ils puissent faire beaucoup d'enfants. Donc la culture en Afrique, c'est toujours d'avoir beaucoup d'enfants. Ce qui fait que lorsque vous n'avez pas un seul, lorsque vous avez du mal à concevoir, c'est très difficile à vivre pour le couple et pour la famille du couple, pour les familles du couple. Parce que la famille de l'homme va dire, mais Raphaël, tu es sûr que la fille que tu as épousée là n'a pas un problème? Les parents de la fille vont dire, ma fille, tu es sûr que ton gars là est efficace? Tu es sûr qu'il est bien? Tu es sûr que tout fonctionne bien? Et les questions vont non seulement mettre la pression au niveau du couple, mais ça va rendre le couple encore plus triste. Donc, le fait de ne pas avoir l'enfant et le regard de la famille et des autres, ça impacte aussi le couple. Ça pousse certains couples même à prendre de mauvaises décisions qu'ils regrettent plus tard. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des troubles de la conception, de l'infertilité, des causes chez l'homme. Dans une autre vidéo, je vais parler des causes chez la femme. Ok? Mais il faut retenir que lorsque une personne, c'est un couple qui vient consulter pour un trouble de la fertilité, ce n'est pas une seule personne, c'est toujours le couple qui vient. Parce que c'est une notion de couple, il faut retenir ça. Donc, c'est quoi l'infertilité? En fait, l'infertilité, en général, c'est l'incapacité pour un couple d'avoir un enfant. Ok? C'est le couple qui est incapable d'avoir un enfant sur un an. Ok? Dans d'autres livres, on met même 2 ans. Dans d'autres littératures, dans d'autres statistiques, on met 2 ans. Avec des rapports sexuels réguliers. Ça veut dire quoi? 2 à 3 rapports sexuels par semaine. Sans conception. Ok? Sans contraception, pardon. Donc, il ne doit pas avoir de mesures contraceptives. Voilà la définition de l'infertilité. Alors, pour parler de l'infertilité chez l'homme, il y a des notions qu'il faut comprendre sur les capacités d'un homme à produire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les spermatozoïdes qui sont responsables de la fécondation. Alors, un homme qui a des spermatozoïdes de bonne qualité, avec un sperme de bon volume, n'a aucune raison de ne pas concevoir. Ça veut dire que si un homme vient pour me consulter, je fais son spermogramme, il est normal, son volume d'éjaculat est normal, je dis, monsieur Ramsès, je vous l'avez, aucun problème. Aucun problème. Et généralement, on fait ça, on répète après 3 mois pour être sûr des valeurs. Alors, ce qu'il faut comprendre chez l'homme, c'est quoi? C'est que l'organe responsable des caractères sexuels de l'homme, primaire, secondaire, c'est le testicule. L'homme naît avec un matériel dans le testicule, des cellules souches qui ne s'expriment pas encore. Ok? Et ces cellules-là vont commencer à s'exprimer après la puberté. Qu'est-ce qui se passe à la puberté? À la puberté, un homme, il va commencer à produire des
hormones venant du cerveau. Donc la puberté c'est déclenché par le cerveau. Ces hormones-là, FSH, LH, ne retenez pas le terme, ça ne nous intéresse pas. Ces hormones-là vont aller stimuler les cellules du testicule. Et ces cellules vont commencer à devenir fonctionnelles. Il y a deux groupes de cellules, il faut retenir. Il y a deux groupes de cellules, les noms importent peu. Il y a un groupe qui va produire la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone de la virilité, c'est l'hormone masculin, c'est l'hormone de la masculinité, ok? C'est cette hormone-là qui va donner les muscles à un homme, sa grosse voix, ok, les pectoraux et tout. C'est cette hormone qui va donner la libido, l'envie d'aller vers une femme, l'envie d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Ok, donc c'est à partir de la puberté que cette hormone est sécrétée. Elle est sécrétée au niveau des testicules. La deuxième fonction, c'est que ces hormones qui viennent du cerveau après la puberté vont stimuler certaines cellules souches du testicule. Ces cellules souches étaient à un point A, elles vont aller à un point B. C'était les cellules souches et elles vont progressivement se transformer en spermatozoïdes. Donc il y a les cellules là qui se multiplient, elles se multiplient beaucoup, mais elles sont juste souches. Elles ne peuvent pas être responsables d'une fécondation. Elles ne peuvent pas donner, ces cellules ne peuvent pas donner d'enfants. Mais avec ces hormones du cerveau, ces cellules vont se transformer en spermatozoïdes. Ok? Et ces spermatozoïdes là vont, puisqu'ils sont dans des petits canaux dans les testicules, ce qu'on appelle les tubes séminifères. Ces tubes-là vont se regrouper en tubes un peu plus gros et ils vont sortir maintenant du testicule par ce qu'on appelle le canal déférent. Okay? Et c'est le canal déférent qui sort maintenant les spermatozoïdes pour aller dans l'urètre. Et les spermatozoïdes vont sortir vers l'extérieur, notamment dans le vagin de la femme. Alors, j'explique ce cheminement pourquoi. Parce que c'est avec ce cheminement qu'on va savoir, étape par étape, quelles sont les causes de l'infertilité chez l'homme. Okay? Vous voyez que on a une étape avant d'arriver au testicule. Ça veut dire qu'on a encore au cerveau. Le cerveau produit certaines hormones qui vont aller stimuler le testicule. Ça veut dire qu'on appelle ça les causes pré-testiculaires, donc avant le testicule. Alors, ça veut dire que si on n'a pas ces hormones-là qui partent stimuler le testicule, il n'y aura pas fécondation. Donc, il n'y aura pas un spermatozoïde qui va sortir. Ça ne va jamais sortir. Ok? Donc, les causes peuvent être quoi? Les causes peuvent... Dans toutes les catégories, il y a toujours les causes génétiques, chromosomiques. Ça veut dire on est avec, il faut juste retenir ça comme ça. Et il y a les causes acquises. Ça veut dire que c'est pendant notre vivant qu'on a développé ces causes. Ok? Mais la plupart, elles sont génétiques, elles sont acquises, on est avec. Donc, avant le testicule, il y a des causes génétiques qu'on appelle par exemple le syndrome de Kallmann, qui est, n'est-ce pas, qui va provoquer quoi? Un déficit de sécrétion de ces hormones-là. Et la particularité, c'est que ces personnes, elles ont du mal à sentir les odeurs, ok? Soit elles sentent très peu, soit elles ne sentent pas. Là, c'est une cause, mais c'est une maladie aussi très rare. Il y a des causes médicamenteuses qui vont ralentir la fabrication de ces hormones au niveau du cerveau. Il y a des causes traumatiques. Ok, vous avez peut-être fait un accident du cerveau, un traumatisme crânien. Ok, vous avez peut-être cogné votre cerveau sur une porte en passant, mais bon, c'était bénin, vous avez seulement dit aïe. Et puis, il y a eu une petite hémorragie au niveau où, n'est-ce pas, ces hormones sont sécrétées. Et là, ça va donner un problème de sécrétion de ces hormones-là. Vous pouvez avoir une maladie rare qu'on appelle la sarcoïdose. Bon, là, je donne souvent certains termes techniques parce qu'il y a beaucoup de mes collègues et de mes confrères qui veulent aussi suivre, qui suivent aussi mes vidéos. Mais ces vidéos sont pour le grand public, pour, n'est-ce pas, augmenter la prévention ou bien pour apporter certaines connaissances médicales à tout un chacun. Donc, voilà pour des causes avant d'arriver au testicule. Ok. La bonne nouvelle, c'est que les causes avant d'arriver au testicule sont faciles à soigner. Et je vais vous expliquer comment dans la prise en charge. Maintenant, lorsqu'on est dans le testicule, ça veut dire qu'on a du mal à passer à l'étape de la cellule souche à la cellule au spermatozoïde. Ok. Soit parce que les cellules souches ont été détruites. Ok, soit parce que la différenciation ne se fait pas bien. Ok, soit parce qu'il n'y a pas d'espace. Ok, il n'y a pas d'espace, l'espace est occupé peut-être par une infection ou par autre chose. Ok. Maintenant, les causes sont toujours génétiques ou bien ce sont des causes qu'on a développées nous-mêmes. Ok.
Alors, dans les causes génétiques et chromosomiques, surtout chromosomiques, on a ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. C'est un syndrome, c'est une maladie qui donne trop de chromosomes. Vous savez, il y a les chromosomes sexuels, ce qu'on appelle souvent les chromosomes XY. Ok. Là, il y a 3 chromosomes sexuels dans le syndrome de Klinefelter. Et là, vous voyez que la cellule souche, donc la cellule qu'on est avec, est déjà programmée pour donner de mauvais spermatozoïdes. Ou même pour ne même pas donner de spermatozoïdes. Dans ce cas, on ne peut rien faire. Si on se rend compte que l'anomalie est au niveau du testicule et que c'est une maladie génétique ou chromosomique, on ne peut rien faire. Parce que vous êtes déjà programmé à ne pas produire des bons spermatozoïdes qui vont féconder. Et là, il faut qu'on puisse être dans la capacité de diagnostiquer ça et de vous dire, monsieur, voilà la catégorie dans laquelle vous êtes et ce sera très compliqué. Ok? Maintenant, il y a des causes acquises aussi au niveau du testicule. Je prends l'exemple, il y a des infections, ok? Par exemple, les enfants qui ont souvent des oreillons, la complication justement, c'est une réaction au niveau du testicule, ok? Et là, il y aura une inflammation qui va non seulement détruire les cellules souches, mais qui va prendre de l'espace et il n'y aura plus la place pour quitter la cellule souche au spermatozoïde, ok? Je prends un exemple, les infections sexuellement transmissibles. Il y a des infections comme les orchiépidémies, les infections qu'on contracte chaque jour, qui créent aussi ces problèmes. Soit ça détruit les cellules souches, soit il n'y a plus d'espace pour que, n'est-ce pas, la transformation de la cellule souche au spermatozoïde se passe bien. La chaleur, ok, les gens qui travaillent dans des structures qui fait trop chaud, ok, c'est très très dangereux. Ça peut détruire toutes vos cellules souches. Donc la cellule souche, c'est pas pour rien que les testicules sont hors de l'organisme. Les testicules sont dehors parce que la température du corps n'est pas propice pour transformer la cellule souche en spermatozoïde. Ok? Et c'est pour ça que vous allez voir souvent les étudiants qui mettent les ordinateurs sur les cuisses, les tables. C'est très mauvais pour les testicules. Donc il y a plusieurs causes accumulées qu'on peut avoir de notre environnement qui vont impacter notre fonctionnement au niveau du testicule. Il y a aussi ceux qui ont reçu peut-être des traitements pour des cancers, des chimiothérapies, des radiothérapies. Ça impacte également, n'est-ce pas, ça impacte également au niveau du testicule. Alors, avec ces anomalies au niveau testiculaire que vous connaissez déjà, on va passer maintenant aux causes après le testicule. Donc, on avait les causes avant le testicule, les causes dans le testicule, maintenant les causes après le testicule. Après le testicule, c'est quoi? Ce sont les obstacles. C'est que le testicule fabrique bien le spermatozoïde, ok, mais n'arrive pas à l'acheminer. Et là, quand le spermatozoïde est fabriqué, n'arrive pas à l'acheminer, on a peut-être le canal déférent. Comme je vous ai dit, c'est le canal qui fait sortir le spermatozoïde du testicule. Il y a des gens qui naissent sans ces canaux-là. Donc, agénésie des canaux différents. Donc, il naît, il n'y a pas ces canaux-là. Donc, il produit bien le spermatozoïde, mais il n'y a pas ce canal pour l'acheminer. Il ne peut pas être fertile. Sauf que là, le traitement est facile. Il y a les plus petits tubes, même les tubes séminifères, ou bien les canaux efférents qui peuvent être bouchés par des infections. Il y a le diabète. Le diabète bouche aussi ces tubes-là. Donc, les diabétiques sont propices à avoir des troubles de la conception plus tard. Ok? Donc, tout ça fait en sorte que il y a plusieurs causes. Mais il faut retenir une chose. Il faut retenir une chose. Quand vous venez à l'hôpital, la pertinence, la précision du diagnostic, ça veut dire que savoir que la cause vraiment c'est telle maladie génétique ou telle infection ou telle chose, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Premièrement, c'est difficile à savoir. Et deuxièmement, ça n'a pas un impact sur le traitement. Ce qui a un impact sur le traitement, c'est savoir dans quel groupe on est. Tout simplement. Est-ce qu'on est dans un groupe avant le testicule? Est-ce qu'on est dans un groupe dans le testicule? Ou on est dans un groupe après le testicule? Pourquoi? Parce que les maladies qui donnent des difficultés de la conception chez l'homme, dont les causes sont après ou avant le testicule, ça veut dire que le testicule a la capacité intrinsèque de produire le spermatozoïde. Le traitement est facile. Ok? Je vais directement parler du traitement. Mais avant, quand vous arrivez dans un hôpital, vraiment tout ce que nous on fait,
c'est de chercher à vous mettre dans ces 3 catégories. Ok? Mais on ne vous consulte pas seul, on consulte aussi la femme. Parce que c'est plus facile de trouver une cause chez la femme que chez l'homme. Donc on consulte le couple, ok? Et puis on évalue l'homme. Donc on va vous poser des questions, on va voir vos caractères sexuels secondaires, est-ce que c'est bien sorti et tout, est-ce que c'est bien développé. Tout ce qu'on va poser comme question, tout ce qu'on va faire comme examen, le premier étant le spermogramme, le deuxième étant les hormones même du cerveau, la testostérone ensuite, et peut-être un conseil génétique après, ça va nous permettre de dire voilà dans quelle catégorie nous sommes. L'étiologie est à tel niveau. Mais si on fait le spermogramme, on se rend compte que, parlant du spermogramme, cet examen spectaculaire qui est extrêmement important, on se rend compte que le monsieur a un bon volume de sperme, les spermatozoïdes sont vivants, les spermatozoïdes sont en bon nombre, les spermatozoïdes sont mobiles, les spermatozoïdes sont bien formés, il n'a aucune raison de ne pas avoir d'enfant, donc il va bien. Par contre, on se rend toujours compte d'une anomalie lorsqu'il y a un problème et on essaie de voir l'étage dans lequel on est. Donc, pour revenir au traitement, c'est simple. Lorsqu'on est avant le testicule, on administre juste l'hormone qui permet de stimuler le testicule. Donc, peu importe la cause, on s'en fout. Ok? On administre juste ce produit, cette hormone-là, FSH, LH, et puis tout est déclenché. Si on est après le testicule, ça veut dire que les spermatozoïdes sont bien produits, mais ne sortent pas. Ok? On part chercher juste là où il y a l'obstacle et avant, on prélève juste les spermatozoïdes qui sont là-bas et on part par une assistance artificielle. On administre ces spermatozoïdes chez la femme. Ou bien, si c'est en très petite quantité, on administre les spermatozoïdes. On fait une fécondation in vitro, ça veut dire au laboratoire. Alors, lorsque l'anomalie est dans le testicule, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question qu'on va se poser, c'est que est-ce que l'anomalie qui est dans le testicule permet, est-ce que le testicule produit quand même le spermatozoïde, et puis il y a eu une infection qui a écrasé un peu les tubes séminifères, et on voit quand même de petits endroits où il y a quelques spermatozoïdes. Si c'est le cas, on peut traiter. Mais si dans le testicule, on se rend compte qu'il n'y a pas cette capacité intrinsèque à produire le spermatozoïde, ou bien le gars est génétiquement programmé à avoir des spermatozoïdes mal formés, on ne peut rien faire. Là, on déclare que, mon frère, il faut chercher d'autres alternatives. Là, on parle des alternatives, comme peut-être adopter un enfant, ou bien chercher un donneur qui va remplacer les spermes de l'homme. Et c'est pas agréable, vraiment, c'est pas agréable. Mais ce que je vous dis, ok, quand vous partez à un hôpital, il n'y a aucun médicament qu'on va vous donner, qu'on va vous prescrire, que buvez et puis vous serrez, ça va aller. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Docteur, je suis dans quelle catégorie? Avant le testicule, dans le testicule ou après le testicule? Ok, je suis après le testicule. On fait ça comment? Dans tout le monde entier, on fait déjà la fécondation assistée. Dans tout le monde entier, dans tous les pays, même en Afrique, comme nous, on est en retard généralement, on fait ça. Au Cameroun, on fait ça. En Côte d'Ivoire, Abidjan, on fait ça. Donc, il y a des méthodes, ok? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui veulent des conseils ou bien une orientation, vous pouvez cliquer sur le lien en-dessous et puis on va en parler. Je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera les troubles de la conception chez la femme.